Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, notre cours, c'est la deuxième méthode de programmation linéaire. On a déjà commencé avec la méthode graphique. Et on a dit que cette méthode, la méthode graphique, ça marche pour des problèmes de maximisation et minimisation si les nombres de variables au plus 3. Donc ça marche très bien pour 2, ça marche pour 3, mais ça va être difficile pour des variables 4 et 5 et 6 et plus. Donc c'est pour ça en fait on va aujourd'hui apprendre une méthode pour résoudre un problème de programmation linéaire pour n'importe quel nombre de variables. On l'appelle la méthode de Simplex. Alors cette méthode en fait, c'est pas trop difficile si vous avez une base concernant en fait les opérations élémentaires sur les matrices. Donc c'est quelque chose qui est un peu proche de ce concept-là. Avant de commencer en fait avec la méthode, on doit vérifier que notre système déjà dans la forme standard. C'est quoi en fait une forme standard? Toujours on parle du problème de maximisation. Et c'est quoi en fait en forme standard pour un problème de maximum? Il faut vérifier les deux conditions suivantes. Première condition, c'est que toutes les variables sont non négatives. Donc on travaille avec des variables positives, des quantités en fait. Et la deuxième condition, les contraintes, toujours en fait, ils ont avec la forme inférieure ou égale à une constante positive. Alors ça c'est en fait, on l'appelle la forme standard et on a déjà étudié cette forme-là dans la méthode graphique. Bon, deuxième chose, avant d'appliquer en fait la méthode Simplex, il faut faire deux choses essentielles. La première, c'est faire introduire les variables d'écart. On va voir en fait c'est quoi les variables d'écart. Et deuxième chose, on doit construire le tableau Simplex initial. Alors ça, c'est les deux choses. Il faut le faire avant de commencer notre algorithme pour trouver la solution optimale d'un problème de maximisation. Bon, alors regardez, on va prendre cet exemple-là pour expliquer comment on peut construire le tableau de Simplex et comment on peut faire introduire les variables d'écart. Alors en fait, les variables d'écart, c'est deux variables. C'est des variables. On va le faire, on va l'entrer en fait dans notre système des contraintes pour en fait changer cette inégalité, l'infériorité ici en égal. Donc parce que nous on sait en fait c'est les contraintes qui sont là, c'est le maximum de ces contraintes, c'est le nombre qui existe dans la côté droite. Donc c'est pour ça, des fois on ne consomme pas toutes les variables qui sont là ou toutes les quantités, donc ça reste quelque chose. C'est pour ça en fait on met plus E, on va l'appeler E1, E2, ça dépend en fait le nombre des équations. Alors on peut ici ajouter des variables d'écart en fait correspondant à un nombre des équations. Ici, on a deux équations, donc on devait ajouter deux variables d'écart. On va les appeler 1 et 2. Sachant que 1 et 2 ne font pas une partie de notre solution optimale. Nous, on cherche les quantités de x et y pour laquelle notre fonction objectif est maximum. D'accord? Alors, on va faire déjà introduire ces deux variables. Si on a trois équations dans les contraintes, on va faire trois variables d'écart. Alors, on va ajouter en fait les deux variables d'écart pour notre système qui est là. Alors, ça devient comme ça. Regardez. 2x plus 4y plus E1 égale 120. 2x plus 2y plus E2 égale 80. Et regardez, ici, on a ajouté alors deux variables. Il faut ajouter les deux variables pour les conditions de positivité à la fin. Alors,
celui-là, ça va être E1 positif, E2 positif et X1 et X et Y sont positifs. Donc, ça c'est en fait notre nouveau système qui est avec les variables d'écart. Et bien sûr aussi la deuxième étape, on doit en fait changer notre fonction objectif avec ce formule-là. Z moins 3x moins 4y égale à 0. Alors on va trouver ces trois équations. Et donc ça c'est la première étape, introduire les variables d'écart. Alors on a fait les variables, on a fait introduire les variables d'écart dans notre système d'équations et on a changé l'inférieur ici au inférieur ou égal dans la signe égalité ou dans l'égalité dans cette forme-là. Bon, deuxième chose, on va construire notre tableau simplex initial. Alors le tableau initial va être le suivant. Alors regardez, ça c'est notre ancien système. Ça c'est le système après l'ajouter après d'ajouter les variables d'écart. Et notre fonction objectif va être comme ça, comme variable. Regardez, comme une fonction, une équation z moins 3x moins 4y égale à 0. Alors le tableau initial va prendre la forme suivante. Regardez, dans la première colonne, donc toujours on le construit comme ça. On met dans la première colonne, on met quoi? On met ce qu'on appelle la variable de base. Donc ça c'est variable de base. C'est quoi les propriétés de variable de base? Regardez, le variable de base, toujours ces coordonnées en fait de ce forme-là, de ces composants de ce forme-là, coefficients de ce forme-là. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Regardez, le 1, E2, il existe dans la ligne, la première ligne, et aussi il existe dans la variable de base. Alors ça, c'est la première colonne, on l'appelle les variables de base. Ok? Bon, alors à chaque fois, on va faire maintenant des opérations élémentaires sur ces chiffres-là, ces nombres-là. Chaque fois, on obtient une colonne ici avec la forme 1, 0, 0 ou 0, 1, 0. On le transforme, on le met dans ce côté-là. On le considère comme une variable de base. Alors, la première variable, la première colonne, il contient toujours les variables de base et au début, il faut qu'elles soient ici les variables d'écart. Alors, la dernière ligne, toujours, il contient le coefficient de la fonction objectif. Donc, ça, c'est la fonction objectif. Regardez avec moi. Celui-là, en fait, le coefficient, la fonction objectif. Z, ici, le coefficient, on compare avec celui-là. Le coefficient de Z, c'est 1. Regardez, le coefficient de Z, c'est 1. Le coefficient de X, c'est moins 3. Le coefficient de Y, c'est moins 4. Il n'y a pas dans la fonction objectif, il n'y a pas E1 et E2. Alors, on met 0, 0. Et la côté droite, au début, il était quoi? Il était 0. Alors, regardez, nous, on fait quoi? Notre but de maximiser la valeur Z. Alors, la valeur qui va être ici à la fin de notre travail, ça présente la maximisation de Z. Et après, on va voir qu'est-ce qu'on va obtenir ici. Et ça, par exemple, pour l'instant, sa valeur comme ça. Et ça, c'est pour l'instant, sa valeur comme ça. Alors, on lit la première colonne et la troisième colonne pour savoir en fait les valeurs de notre variable dans la variable de base. Mais écoutez, c'est très important de redire. Alors, le 1 et 2 ne font pas une partie de notre solution. Nous, on cherche X, Y et Z. Mais juste ça, il va nous aider à trouver les variables X et Y et on va voir comment. Alors, des choses importantes dans le tableau initial, on va l'organiser comme ça. La première colonne,
ça contient le variable d'écart et le fonction objectif. La ligne ici, la première ligne, contient les variables, toutes les variables avec les variables d'écart. Dernière colonne, ça contient la côté droite. Alors, on commence par x. Alors, on fait comme ça. Dans la première équation, ça c'est pour organiser, on peut ça le mettre à la fin. Juste pour être c'est comme le tableau ici. Alors, pour x, dans la première condition, première contrainte, le coefficient de x égale à 2. Dans la deuxième, coefficient de x égale à 2. Et dans la fonction objectif, x égale moins 3. Donc, ça, c'est la deuxième colonne de x. La colonne de y. La colonne de y, c'est quoi? Ici, 4. 2 moins 4. 4 dans la première contrainte, 2 dans la deuxième contrainte et 4 dans la fonction objectif, moins 4, pardon. Le E1 dans la première équation, c'est quoi? C'est 1. Le coefficient de E1, c'est 1. Dans la deuxième équation, il n'y a pas E1, alors on met 0. Dans la fonction objectif, il n'y a pas E1, alors on met quoi? On met 0. Alors regardez, 1, 0, 0. Le E2, c'est dans la première équation, il n'y a pas E2, donc 0. Dans la deuxième, il existe, le coefficient égal à 1. Dans la fonction objectif, il n'y a pas de E2. Alors, on met 0. Dans la côté droite, dans la première équation, c'est 120. Deuxième équation, c'est 80. Troisième équation de fonction objectif égale à 0. Donc, toujours comme ça, on construit notre tableau initial. Ok, maintenant on est prêt à appliquer notre notre algorithme de résoudre notre fonction, notre problème de maximisation et trouver notre solution optimale. Avant de continuer cet exemple-là, on va donner l'algorithme expliqué en fait en mots. Après, on va l'appliquer sur notre tableau. Regardez en fait, on va le lire l'algorithme et on va voir comment on va l'appliquer sur notre exemple. L'algorithme, ça consiste de plusieurs étapes. Alors, il m'a dit, première étape, de commencer, il m'a dit, avec le tableau initial déjà fait, d'un problème de maximisation sous forme standard. Donc, il faut vérifier que notre fonction dans la forme standard. Et on a, bien sûr, en fait, on a vu dans cet exemple-là, ça c'est une forme standard. Toutes les variables sont positives et toutes les contraintes inférieures ou égales. Donc, on travaille dans la forme standard. Deuxième chose, on a fait notre tableau initial. Donc, ça c'est la première étape, c'est fait. Deuxième étape, il m'a dit identifier la plus petite entrée dans la ligne de la fonction objectif. Identifier la plus petite entrée dans la ligne de la fonction objectif. On revient à notre fonction, notre tableau. Ça, c'est les entrées de la fonction objectif. La plus petite ici entrée, c'est moins 4. On a trouvé. La condition ici, il faut qu'il soit au moins une de ces valeurs égal et négatif pour continuer. Si tout est positif, alors on dit le problème est résolu et c'est fini, on arrête. Alors il faut qu'il soit au moins une de ces entrées négatives. Alors on trouve ici la plus petite entrée négative égale moins 4. Il m'a dit s'il n'y a pas de négativité en fait dans les valeurs, alors on a arrêté, alors la solution a été trouvée. S'il est négatif, donc la colonne pivot est trouvée. Alors regardez, on dit la colonne qui contient la plus petite entrée dans la fonction objectif, on l'appelle la colonne pivot. Alors nous on fait la première chose, on dit celui-là qui contient le moins 4, parce que le moins 4, c'est la plus petite entrée, ça c'est, on l'appelle colonne pivot.
Ça, c'est la première chose importante. Alors, deuxième chose, on doit trouver la ligne pivot. Regardez comment on va trouver la ligne pivot. S'il vous plaît, faites attention avec moi. Alors, ça, c'est la colonne pivot. On regarde. Très important de remarquer que tous les éléments dans la colonne pivot, sauf l'élément dans la fonction objectif, tous les éléments qui sont au-dessus de cet nombre-là, il doit qu'ils soient regardés positifs et différents de 0. Donc, positif et différent de 0. Si, par exemple, vous trouvez ici moins 1 et ici 0, regardez, ça c'est négatif et ça c'est 0. Les deux sont 0 ou les deux sont négatifs. Dans ce cas-là, on dit le problème est limité et il n'y a pas de solution. On s'arrête et on dit il n'y a pas de solution. Alors, très important de savoir, tous les éléments qui sont là, un de ces deux éléments, il faut qu'il soit positif pour continuer. Ça, c'est en fait la première possibilité. Deux fois, si on trouve comme ça, par exemple, 2 moins 1. Toujours ça, on ne le prend pas. On prend toujours le n, le 2, parce qu'il est positif. Et si ici aussi il y a 0, donc on prend ça directement. On prend le positif s'il n'a pas le choix. Maintenant, on a les deux sont positifs, alors il faut choisir un des deux. Comment on peut choisir c'est qui en fait la ligne qui contient l'élément de pivot? Alors nous on cherche maintenant l'élément pivot. Comment on cherche l'élément pivot? D'abord on détermine la colonne pivot, après on doit chercher la ligne pivot. Comment on peut chercher la ligne pivot? Regardez, donc on a deux valeurs ici. On divise la côté droite par ces deux nombres, regardez, on divise comme ça. Le 120 divisé par le correspondant de 4 et on divise le 80 par 2. Alors ça égale 30 et ça égale 40. L'étape suivante, on prend le minimum de 40 et 30. Donc le minimum de 40 et 30 égale 30. Le 30, ça vient de diviser ça par ça. Alors on dit le 4 qui est là. Ça c'est en fait la ligne pivot. Ça c'est en fait la ligne pivot. Donc ça c'est la ligne pivot. Et c'est quoi l'élément pivot? L'élément pivot, c'est l'intersection entre la colonne pivot et la ligne pivot. Donc le 4, celui-là, ça c'est en fait l'élément pivot. Donc, comme ça, on peut déterminer l'élément pivot qui va travailler, qui va en fait produire l'étape suivante pour résoudre notre problème. Donc, on cherche déjà l'élément pivot, l'intersection dans la colonne pivot et la ligne pivot. Et comment on trouve la colonne pivot? On cherche le plus petit entrée négatif dans la ligne de fonction objectif. Et comment on trouve la ligne pivot? On divise chaque côté droite avec l'élément correspondant et on prend le minimum des valeurs et c'est lui qui indique en fait l'élément pivot. Donc ça c'est l'étape suivante qui est très importante. Alors regardez, je vais le réexpliquer. Alors maintenant, nous on est arrivé jusqu'à la étape. Il m'a dit si toutes les entrées de la colonne pivot sont nulles ou négatives, alors on s'arrête. On dit on s'arrête. C'est pour ça que je dis il ne faut pas qu'elles soient les éléments 0 ou négatifs. Alors le problème, on dit dans ce cas-là, il n'y a pas de solution. Si on trouve les éléments au-dessus de la ligne de la fonction objectif
ils sont pas zéro ou négatifs, alors on dit, en fait, on calcule les entrées dans la colonne droite, dans la côté droite, et on le divise par l'entrée positive correspondant à la colonne pivot. Et ça, c'est comme ça, on trouve la ligne pivot. L'étape 5, la ligne pivot est celle qui a la plus petite quotient non négatif. On a déjà montré comment on le trouve. En cas d'égalité, si on trouve en fait deux lignes la même entrée, donc ou la même quotient, on choisit comme on veut, on choisit un des deux. L'étape 6, l'élément pivot. Donc c'est quoi l'élément pivot? On a dit c'est l'intersection entre la colonne pivot et la ligne pivot. Et bien sûr, on travaille toujours et on ne touche pas la ligne de la fonction objectif. Après, maintenant, on fait quoi? On fait le pivotage et on répète notre opération jusqu'à on trouve en fait la fonction optimale. Et comment on trouve la fonction optimale? Je vais vous dire maintenant. Regardez, alors, on revient à notre exemple et je vais expliquer notre algorithme sur l'exemple. Regardez, ça c'est notre exemple à la base, ce qu'on a vu au début. Alors, première chose, on a formé le tableau initial. Ça c'est le tableau initial, on a déjà fait ça. Alors, ça c'est la première étape, on a construit en fait le tableau initial. Deuxième étape, il m'a dit la plus petite entrée dans la ligne objective c'est 4. Alors ça c'est la colonne pivot. Puisque moins 4 est négatif, alors si tout est positif, on s'arrête. On dit la solution égale à 0. Si, parce qu'on trouve des négatifs ici, donc on continue. Puisque moins 4 est négatif, donc la colonne pivot c'est Y. Donc regardez, ça c'est en fait la colonne pivot, qui est la colonne de Y. Alors, quatrième étape, il m'a dit calculer la valeur de l'entrée dans la colonne d'extrémité droite, c'est-à-dire la côté droite, celui-là divisé par ça, et ça divisé par ça. Alors, 120 divisé par 4 égale 30, et 80 divisé par 2 égale 40. Alors, on prend le minimum égale 30, alors celui-là, c'est notre élément pivot. Donc ça c'est la colonne pivot, ça c'est la colonne pivot, et ça c'est la ligne pivot, et ça c'est l'élément pivot. Ok, donc ça c'est colonne pivot, ligne pivot, et celui-là, ça c'est élément pivot. Donc ça c'est les trois choses importantes dans notre travail pour première chose. Alors jusqu'à là, on est capable de former le tableau initial comme ça, de déterminer la colonne pivot en cherchant en fait la plus petite entrée dans la dernière ligne. Puis on peut déterminer la ligne pivot en divisant la côté droite par l'élément correspondant et on prend le minimum de résultat. Alors ça divisé par ça donne 30, ça divisé par ça donne 40. On prend le minimum des résultats ici, on trouve 30. Le 30 ça vient de diviser ça par ça, alors celui-là, ça c'est en fait l'élément pivot. Jusqu'à là, on n'a pas encore trouvé bien sûr notre solution optimale, mais ça c'est la première étape. Alors regardez, il m'a dit la ligne pivot est celle qui a le plus petit quotient non négatif, donc la ligne de pivot c'est E1, et donc ça c'est le 4, ça c'est l'élément pivot. Bon alors regardez le 4 qui est là, ça c'est la ligne et ça c'est la colonne. Donc ça c'est le 4, ça c'est l'élément pivot, comme on a dit, ça c'est la colonne pivot, ça c'est la ligne pivot et ça c'est l'élément pivot. Maintenant on va faire le pivotage. Qu'est-ce que ça veut dire le pivotage? C'est-à-dire on fait des opérations élémentaires sur la colonne du pivot pour le changer
comme ça, 1, 0, 0 ou 0, 1, 0. Alors, on va le faire introduire le y dans les variables de base. Parce qu'on a dit, chaque élément dans une variable de base, ses coefficients, c'est 1, 0, 0 ou 0, 1, 0. Alors, regardez maintenant, on va faire sortir le E1 de ici, on va faire introduire le y dans la place de E1. Comment? Quand on va changer ça par 1 et ça 0 et ça 0. On va le faire un truc comme ça. Comment on peut faire? C'est comme on a fait, si vous vous rappelez, l'opération élémentaire sur les matrices. Alors, on va faire la même chose. Regardez avec moi. Pour changer ça, mets-le en fait égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va se diviser cette ligne par 4. Donc, ça, c'est la première opération. Regardez, je vais noter comme ça. Ça, c'est, je vais l'appeler L1, L2 et L3 avant le changement. Quand on va changer ça, je vais l'appeler grande L1. On va changer ça, je vais l'appeler grande L2 et on va changer ça, je vais l'appeler grande R3. Et pourquoi je les change? Juste pour changer ça en 0, ça en 0 et ça en 1. Alors, première opération, je le fais sur cette ligne. Comment je peux obtenir 4 égale à 1? Par diviser la ligne par 4. Donc, ça, c'est la première opération. On le fait ici. Alors, première opération, c'est L1. On va le changer. Donc, maintenant, c'est grande L1 égale 1 sur 4 L1. Alors, ça, c'est divisé par 4, c'est 0. Ça, c'est divisé par 4, ça devient 1 sur 8, pardon, 1 sur 2. Et ça, on va le diviser par 4, ça devient 1. Ça divisé par 4, ça devient 1, 4. Ça divisé par 4, ça devient 0. Ça divisé par 4, ça donne 30. Donc, ça, c'est la première opération. Donc, je répète, là, on le divise chaque élément, chaque entrée ici par 4. Donc, on obtient celui-là. Maintenant, on va faire ça égale à 0 et ça égale à 0. C'est quoi l'opération? Donc, ça, c'est la ligne pivot. Donc, à partir de là, on va changer ça et ça. Alors, parce qu'on doit garder le 1 qui est là. Comment on peut faire ça 0 à partir de ça? On va multiplier la L1 par moins 2. On ajoute à la deuxième ligne. Donc, regardez la deuxième opération. On va diviser la ligne A, la nouvelle maintenant, par 2 et on ajoute à la deuxième ligne. Donc, moins 2 fois 0, 0 plus 0, ça reste 0. Moins 2 fois 1 demi, c'est moins 1. Moins 1 plus 2, ça donne 1. Donc, moins 1. Parce que là, regardez, je vais appliquer ici. Ça, c'est l'1. Moins 2 fois. Ici, j'ai 1 demi. 1 demi. Plus, qui était là 2. 2 égale, donc moins 1 plus 2 égale à 1. Donc, je mets ici 1. Ici, je mets quoi? Moins 2. Moins 2 fois 1, moins 2 plus 2 égale à 0. Donc, moins 1, moins 2 fois 1 plus 2 égale à 0. Pour ici, moins 2 fois 1, 4, 1 sur 4, alors moins 1 demi. Moins 1 demi plus 0, ça donne moins 1 demi. Moins 2 fois 0, donc 0 plus 1, ça reste 0. Moins 2 fois 30, ça donne moins 60. Plus 80, ça donne combien? Ça donne 20. Donc maintenant, on a terminé la deuxième opération. Attention, moi pour la troisième. Alors toujours, on part de la ligne pivot. Alors L3, on doit faire celui-là égal à 0. Donc c'est quoi l'opération à partir de là pour faire ça égal à 0? Donc, on multiplie la L1 par 4. Alors 4 fois 0, 0 plus 1 plus 3 plus 1 égale à 1. Maintenant, 4 fois 1 demi, c'est 2. 2 moins 3 égale moins 1. 4 fois 1, 4 moins 4, ça donne 0. Donc, regardez ici, on a 1, 0, 0. On continue. 4 fois 1, 4, c'est 1. Plus 0, c'est 1. 4 fois 0, 0. Plus 0, c'est 0.
4 fois 30, c'est 120. 120 plus 20, ça donne quoi? Donc, ici, 4 fois 30, c'est, on a dit, c'est en fait, c'est 120. 120 plus 20, 120 plus 0, c'est 120. Donc, 120 plus 0, ça donne 120. Donc, ça, c'est maintenant les opérations. Et regardez, on va les voir en manière jolie, comme ça. Donc, regardez ce qu'on a, comme je disais tout à l'heure. Donc, 0, 1 sur 2, 1 quart, 0,30. Ça, c'est en fait, ça devient 0,2 moins 1 sur 2. Et donc, je pense ici, c'est 1. Ça devient quoi? Donc là, 1 sur 4. Donc, moins 1 demi. Bon. Bon, alors juste, je vais répéter cette partie-là. Alors, maintenant, on a fini que Y1 devenu un élément dans la base. D'accord? Parce que regardez, ses coordonnées, c'est 1, 0, 0, 1, 0, 0. Donc, et le 1, il a changé, en fait. Ça devient 1 sur quart, moins 1 demi et 1. Donc, il n'est pas un élément de base. Mais E2, regardez, 0, 1, 0. Donc, il devient comme ça. Maintenant, on va refaire notre pivotage. On regarde maintenant dans la ligne Z. Ça, c'est la fonction objectif. Et on cherche quoi? On cherche le plus petit élément négatif dans cette ligne-là. On voit que c'est moins 1. Moins 1, c'est-à-dire maintenant, pour une autre fois, ça c'est l'élément pivot. Pardon, ça c'est la colonne pivot. Ok? Alors maintenant, on va faire quoi? Donc, on voit ici les deux éléments sont positifs, donc c'est très bien. Alors, on fait quoi? On fait diviser la côté droite par ces deux nombres. Alors, on divise le 30 par 1 demi et ça donne 60. Et on divise 20 sur 1 et ça donne 20. Alors, on prend le minimum de 60 et 20. Alors, on trouve que c'est 20. Alors, le 20, ça vient de diviser ça par ça. Alors, on a dit, celui-là, dans ce cas-là, ça c'est la ligne pivot. Et l'élément pivot va être quoi? 1. Alors, on va faire le pivotage. Heureusement, regardez, l'élément pivot égale à 1. Alors, on doit maintenant faire celui-là égal à 0 et celui-là égal à 0. Et on va faire introduire le x au lieu de 2. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va utiliser, donc c'est l'élément pivot, c'est égal à 1, égal à 1, c'est pas égal à 2, alors égal à 1, qui est là. Ok? Alors, maintenant, on fait quoi? On fait le suivant. Donc, on va faire celui-là égal à 0. Donc, L1, on le laisse comme il est, on n'a pas changé L1. Donc, on l'appelle, on peut facilement, en fait, on dit multiplier L1 par 1 pour qu'il soit le même, ou ça, on peut l'enlever directement. Alors, maintenant, pardon, L2, je parle de L2. L2, ça reste comme il est. On ne le change pas. Pourquoi? Parce que déjà, l'élément pivot est égal à 1. Si par exemple, l'élément pivot est égal à 2, je dois diviser tout ça par 2. Si égal à 3, je dois diviser tout ça par 3. Alors, déjà, il est 1. Donc, on doit maintenant faire, qui est là-haut, c'est égal à 0. Celui qui est en bas est égal à 0 par des opérations élémentaires. Alors, on vient maintenant, à partir de celui-là, on va faire celui-là égal à 0. Alors, on le fait quoi? On multiplie ça par moins 1 demi et on ajoute le L2 à L1. Alors, on fait cette opération. On multiplie tout ça par moins 1 sur 2, L1 sur 2, L2, plus L1. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va multiplier ça par moins 1 sur 2. 1 moins 1 sur 2 fois 0. C'est 0, plus 0, ça donne 0. Moins 1 sur 2 fois 1,
c'est moins 1 demi. Plus 1 demi, ça devient celui-là, 0. Maintenant, moins 1 fois 0, 0, plus 1, ça reste 1. Moins 1 demi fois 1 demi, c'est moins 1 sur quart, plus 1 sur quart, donc ça devient 0. Moins 1 demi fois 1, c'est moins 1. Moins 1 demi plus 0, c'est moins 1 demi. Ici, moins 1 demi, c'est-à-dire moins 20 sur 2, c'est-à-dire moins 10. Moins 10 plus 30, ça donne 20. D'accord? Donc ça, c'est, maintenant, on a changé ça en 0. On fait la même chose pour celui-là. Pour enlever celui-là et ça, pour le faire égal à 0, alors on fait quoi? On fait l'addition de cette ligne par cette ligne. Alors on dit L2 plus L3. C'est-à-dire 0 plus 1. Donc maintenant on a fini de cette opération. Alors 0 L2 fois L plus L3. Alors 0 fois 1 c'est égal à 1. 1 moins 1 égale à 0. 0 plus 0 égale à 0. Moins 1 demi plus 1, ça donne 1 demi. 1 plus 0, ça donne 1. Et 20 plus 120, ça donne 140. D'accord? Alors, on va obtenir le nouveau tableau comme ça. Regardez. Celui-là, on va le voir. Donc, on va avoir celui-là. Regardez. Donc, ça, c'est le tableau après le deuxième pivotage. On regarde maintenant la dernière ligne. Regardez la dernière ligne. Il n'y a pas de négativité. Toutes les entrées sont positives. Alors, quand on trouve la dernière ligne, tout est positif, on s'arrête, on dit, voilà, c'est la solution est terminée. Pardon, en fait, le tableau, ça c'est le tableau, on l'appelle le tableau final, c'est-à-dire il n'y a pas des étapes supplémentaires, on doit le faire. Et alors, comment on trouve notre solution optimale ou notre maximisation? Regardez, c'est très facile. On vient ici. Nous, on cherche quoi? On cherche le X et Y et Z. Ça, c'est le plus important pour nous. Alors, on s'intéresse maintenant aux variables qui sont là. Si il existe X et Y et Z, donc tant mieux. C'est très bien. Ça, c'est ce qu'on cherche. Alors, regardez. Tous les éléments qui ne sont pas là, il veut 0. Alors, c'est E1, il n'existe pas dans cette colonne-là. Alors, E1 égale directement 0. E2, il n'existe pas. E2 égale à 0. Alors, qui existe ici? Y. On regarde ici et dans la côté droite. Alors, dans ce cas-là, Y égale à 20. Pour X, on cherche X, on s'intéresse à X. Donc, X égale celui qui est là dans la dernière colonne. Donc, X égale 20. Notre fonction objectif, le maximum de Z, de max de Z, existe où? Il existe dans ce point-là. Alors, Z égale 140. Ça, c'est le maximum valeur de X. Alors, si on produit 20 unités de Y et 20 unités de X, on va avoir le maximum de Z. Alors, même ça, des fois, on trouve des valeurs pour E1 et E2, mais ça ne nous intéresse pas, en fait, cette partie de notre solution. Parce qu'on a dit que E1 et E2 ne font pas une partie de notre... Donc, ça, c'est en fait la fonction objective, c'est Z égale 140. Donc, 140, ça, c'est la solution optimale. OK? Alors, regardez pourquoi on s'arrête. Alors, c'est quoi la propriété de la tableau final? Toutes les entrées dans le variable, dans la fonction objectif, ils sont positifs. Il n'y a pas de négativité ici. Il n'y a pas des éléments négatifs. S'il y a des négatifs ici, on continue notre procédure pour arriver à ce point-là. Alors, c'est pour ça qu'on peut distinguer entre le tableau final et le tableau initial. Le tableau initial, toujours ici, il y a E1, E2. Dans le tableau final, toujours la dernière ligne est positive tout entier. D'accord? Donc ça, c'est en fait pour terminer notre problème. Alors, notre problème est terminé. Donc, on a trouvé la valeur de Y, la valeur de X, la valeur de Z.
avec la méthode de Simplex. Il y a quelques remarques en fait sur le tableau final. On va les voir maintenant pour terminer notre cours. Alors ça, c'est quelques notations. Elle a dit quoi? Dans le tableau final, la côté droite, dans la ligne de fonction objective dans la solution optimale. Regardez qui est là. Qui est là. Donc ça, c'est la côté droite dans la fonction objective dans la solution optimale. Le reste des valeurs dans la colonne droite donnent les valeurs des variables de base. Donc, ces variables qui sont là donnent les variables qui existent dans la variable de base. Donc, dernière chose, si tous les éléments dans la colonne pivot négatif ou 0, donc le problème il est limité. Donc, on a dit si ici on trouve par exemple dans ce cas-là tous les éléments qui sont là dans la colonne pivot négatif ou 0, donc on dit le problème il est limité, il n'y a pas de solution. Quand on arrive dans la ligne fonction objectif, au cas où tous les éléments sont positifs ou nuls, donc on obtient le tableau final. Donc le tableau final nous dit que toutes les entrées qui sont dans la dernière ligne, elles sont positives ou nulles, comme on voit là. Donc, si je demande, par exemple, distinguer si notre tableau il est initial ou final, donc on doit faire attention à ces remarques-là. Dans la variable, dans le tableau initial, regardez le tableau initial, donc ça change, c'est pas comme le tableau final. Le tableau initial, ici, regardez, ça c'est la variable de base, et ici, au moins, il y a des négativités. Mais ça, c'est le plus important que toutes les variables d'écart, elles sont dans la variable de base. Bon, alors on fait plusieurs tableaux pour arriver à notre tableau final qui est ici. Ok, donc ça c'est la méthode de Simplex pour résoudre une équation, un problème de maximisation. Merci pour votre attention et Inch'Allah à la prochaine on continuera avec la problème de minimisation. Ok, allez, bon courage et bonne journée.